Et si le prochain séisme mondial n'éclatait ni en Ukraine, ni au Proche-Orient, mais juste ici, dans la Caraïbe? Imaginez une aube moite de novembre 2025. Les premières lueurs du soleil n'apportent aucune sérénité. La tension est à son comble. Depuis Moscou, une déclaration cinglante résonne. Le ministre russe des Affaires étrangères, le visage fermé, adresse un avertissement qui glace le sang. Toute ingérence des États-Unis dans la région caribéenne sera considérée comme une violation intolérable de la souveraineté russe et de l'équilibre mondial. Cette fois, le ton est glacial, presque sans retour. En réponse, Washington intensifie ses manœuvres. Des porte-avions américains, véritables villes flottantes, croisent dans les eaux azurées, escortés par des destroyers armés de missiles de croisière, et des sous-marins nucléaires glissent silencieusement sous la surface. Sur le pont de l'USS Gerald R. Ford, plus de 5000 marins s'affairent, guettant le moindre incident. Des avions de reconnaissance russes, bardés de capteurs électroniques, survolent la zone, tandis que des drones iraniens, camouflés dans les nuages, recueillent chaque signal, chaque mouvement. La scène rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962. À l'époque, le monde avait retenu son souffle pendant 13 jours, frôlant l'apocalypse nucléaire. Mais aujourd'hui, la partie s'est complexifiée. Il ne s'agit plus seulement d'un duel Moscou-Washington. Désormais, la Chine s'invite à la table, armant Caracas de satellites et de systèmes de communication cryptés, tandis que l'Iran fournit des drones de surveillance et des conseillers militaires. Cette alliance inédite, sorte de triangle d'acier, défie ouvertement l'ordre occidental établi depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais la Caraïbe n'a vu une telle accumulation de moyens militaires de haute technologie, ni une aussi dangereuse convergence d'intérêts concurrents. Pour la première fois, la rivalité entre grandes puissances se joue à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes américaines. Les images satellites montrent des bases vénézuéliennes modernisées à un rythme effréné, bardées de radars chinois et de rampes de missiles russes. La technologie est la clé de voûte de cette nouvelle guerre froide. Les cyberattaques se succèdent. En août 2025, une panne majeure paralyse le réseau électrique de Port of Spain, à Trinité et Tobago. Quelques semaines plus tard, des comptes officiels colombiens sont piratés, propageant de fausses informations sur une invasion imminente. Chaque jour, les experts en cybersécurité recensent des milliers de tentatives d'intrusion dans les infrastructures critiques de la région. Le champ de bataille n'est plus seulement physique, mais invisible, insidieux. Il suffit d'une étincelle, une interception mal interprétée, un drone abattu par erreur, un navire de guerre pris dans une zone contestée, pour précipiter le monde dans une spirale incontrôlable. Pertes humaines massives, flambée du prix de l'énergie, ruée sur les marchés, effondrement de la confiance dans les institutions. Les marchés mondiaux, déjà fragilisés par la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient, seraient secoués par un nouveau choc, peut-être le plus grave depuis la crise financière de 2008. La rivalité n'est plus circonscrite à l'Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Désormais, les États-Unis jouent à leur crédibilité sur leur propre continent, sur ces rivages tropicaux qui semblaient, il y a encore peu, à l'abri des grands tourments géopolitiques. La Russie, la Chine et l'Iran testent leur capacité à imposer de nouvelles normes, à défier l'ordre mondial hérité de Bretton Woods et de Yalta. Mais comment la Caraïbe, longtemps perçue comme une périphérie tranquille, est-elle devenue l'épicentre de cette confrontation globale ? Quelle logique cachée, quelles failles profondes ont transformé la région en poudrière? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire, jusqu'aux origines de la crise vénézuélienne, et à l'évolution des rapports de force dans toute l'Amérique latine. Le Venezuela, jadis surnommé l'Arabie saoudite de l'Amérique du Sud, était le symbole de la prospérité régionale au tournant du siècle. En l'an 2000, il figurait parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux de pétrole, attirant les investissements étrangers et affichant des taux de croissance dignes des tigres asiatiques. Mais en 20 ans, tout a basculé. Les sanctions occidentales, décidées en réaction à la dérive autoritaire du pouvoir, ont isolé Caracas du système financier international. Les grandes compagnies pétrolières ont fui, les investissements se sont taris et l'hyperinflation a ravagé l'économie. Ce vide s'est transformé en opportunité pour de nouveaux acteurs. La Russie, qui avait déjà soutenu le Venezuela lors des crises précédentes, a vu dans la chute de Caracas une chance d'installer une ligne rouge stratégique à quelques encablures de la Floride, en réponse à ce qu'elle considère comme les provocations de l'OTAN en Ukraine et en Géorgie. La Chine, avide d'accès direct aux ressources énergétiques, a multiplié les investissements dans les infrastructures et les technologies.
L'Iran, marginalisé par les sanctions américaines, a trouvé dans le Venezuela un partenaire prêt à défier l'ordre établi. Ce triangle d'intérêts se matérialise par des accords de coopération militaire, des transferts de technologies et des livraisons d'armements de plus en plus sophistiqués. À l'automne 2025, Caracas lance un appel sans précédent à Moscou, Pékin et Téhéran. Face à la pression américaine, le Venezuela réclame des garanties sécuritaires comparables à celles de l'article 5 de l'OTAN. Ce virage est spectaculaire car il marque la fin de l'isolement du pays et l'entrée de la Caraïbe dans l'arène des grandes puissances. Prenons un exemple concret. En octobre 2025, un cargo syrien, escorté discrètement par des frégates russes, accoste à La Guaira. À son bord, des pièces de rechange pour les systèmes S-300VM, des drones iraniens Mahaya 6 et des équipements de communication fournis par la société chinoise Huawei. Quelques jours plus tard, des exercices conjoints rassemblent des troupes russes, des experts iraniens et des instructeurs chinois sur la base aérienne d'El Libertador. Ces images rappellent les grandes alliances militaires du XXe siècle, mais avec une dimension technologique et asymétrique inédite. Pourquoi la Caraïbe ? Parce qu'elle est au carrefour des routes maritimes de l'énergie, du commerce et des flux migratoires. Les États-Unis y ont longtemps exercé un contrôle quasi exclusif, grâce à la doctrine Monroe. Aujourd'hui, ce monopole est remis en cause. Pour la Russie, installer des missiles à portée de Miami est un moyen de rappeler à Washington la vulnérabilité de son arrière-cour. Pour la Chine, il s'agit d'ouvrir une fenêtre stratégique sur l'Atlantique, de sécuriser des approvisionnements en pétrole et en or, et de tester ses capacités de projection hors d'Asie. L'Iran enfin voit dans la région un terrain d'expérimentation pour ses drones et ses méthodes de guerre hybrides. Ce n'est pas la première fois que la Caraïbe se retrouve au centre d'une crise mondiale. En 1962, la découverte de missiles soviétiques à Cuba avait failli déclencher une guerre nucléaire. L'histoire se répète, mais avec de nouveaux acteurs et de nouveaux outils. Aujourd'hui, la cyberguerre, la désinformation et la guerre économique s'ajoutent à la menace militaire traditionnelle. Dans les coulisses, chaque camp cherche à prendre l'avantage par l'innovation. Les Américains déploient des satellites espions capables de détecter en temps réel tout mouvement de troupes ou de navires suspects. Les Russes, grâce à leur expérience acquise en Syrie, maîtrisent l'art du brouillage électronique et du camouflage radar. Les Iraniens testent des essaims de drones capables de saturer les défenses adverses, tandis que les Chinois fournissent des systèmes de cryptage quasi inviolables. Le moindre incident peut alors dégénérer. Imaginons un scénario, un drone iranien, en mission de reconnaissance, s'approche trop près d'un destroyer américain. Pris pour cible, il est abattu. En représailles, des hackers russes paralysent le système de navigation du navire, qui s'échoue sur un récif. Les médias s'emparent de l'affaire, la tension monte et les marchés s'affolent. En quelques heures, le prix du baril de pétrole flambe de 20%, provoquant une onde de choc sur tous les continents. À chaque étape, la coopération entre Caracas et ses alliés s'intensifie. Des bases militaires sont modernisées, des corridors logistiques reliant la Syrie au Venezuela et des exercices conjoints sont organisés dans les Caraïbes. Ce schéma n'est pas sans rappeler la guerre en Syrie, où la Russie avait établi un pont aérien pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, le même modèle est transposé à l'hémisphère occidental, transformant le Venezuela en laboratoire de résistance à l'ordre occidental. Mais à mesure que les technologies s'entremêlent et que le nombre d'acteurs augmente, le risque d'erreur fatale s'accroît de façon exponentielle. Un missile mal identifié, un navire qui franchit une zone interdite, une cyberattaque d'origine floue, autant d'étincelles qui pourraient embraser non seulement la région, mais aussi l'ensemble du système international. Les dirigeants des grandes capitales s'efforcent de garder le contrôle. À Washington, le Conseil national de sécurité se réunit quotidiennement pour évaluer les risques. À Moscou, le Kremlin multiplie les réunions à huis clos, cherchant à anticiper chaque mouvement adverse. À Pékin, le Politburo surveille les flux d'informations et adapte en temps réel sa stratégie technologique. Pourtant, derrière la façade des démonstrations de force, ce sont les populations qui paieront le prix fort. Au Venezuela, l'exode s'accélère. En 2025, plus de 8 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de la crise. Les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles ferment faute de professeurs et l'insécurité alimentaire atteint des niveaux critiques. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. La région est au bord d'une crise humanitaire majeure, exacerbée par la militarisation croissante. Sur le plan économique, la Caraïbe est un carrefour vital.
Chaque année, plus de 27 000 navires transitent par le canal de Panama, transportant pétrole, gaz, céréales et biens manufacturés entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Une crise dans la région perturberait immédiatement les chaînes logistiques mondiales. Le souvenir du blocus du canal de Suez en 2021, qui avait paralysé le commerce mondial pendant plusieurs jours, reste dans tous les esprits. Mais ici, l'ampleur serait bien plus dévastatrice. Le prix du baril pourrait dépasser 150 $, entraînant une inflation généralisée et une récession mondiale. Face à cette montée des périls, les institutions internationales semblent impuissantes. L'ONU, paralysée par les vétos croisés, se contente d'appels à la retenue. L'OEA, minée par les divisions internes, peine à proposer une médiation crédible. Quant à l'OTAN, déjà mobilisée sur plusieurs fronts, elle hésite à s'impliquer dans une zone aussi explosive. Ce vide institutionnel ouvre la voie à la loi du plus fort, à l'émergence de zones de non-droit stratégiques où règne la contrebande, les trafics en tout genre et la corruption. Dans ce contexte, la crise vénézuélienne devient le miroir grossissant des fragilités du système international. La fragmentation s'accélère, les sanctions économiques se banalisent, le recours à la force redevient une option, et les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment. La montée en puissance des alliances anti-occidentales se traduit aussi par une révolution financière. Sous la pression des sanctions, Caracas relance la crypto-monnaie nationale, le pétro, adossé à ses réserves d'or et de pétrole. Ce système, soutenu par un réseau bancaire russo-chinois, permet au Venezuela d'échapper partiellement à l'embargo du dollar. Des cargaisons d'or, escortées par des mercenaires russes, quittent pour chaque mois le port de Puerto Cabello pour rejoindre des raffineries en Chine, en échange de technologies militaires et de biens essentiels. Cette économie de guerre, opaque et résiliente, sape les fondements de l'ordre financier international. La région vacille aussi sur le plan politique. Le Brésil, géant sud-américain, adopte une position ambiguë. Officiellement allié de Washington, il refuse de s'aligner sur une ligne trop dure, par crainte de voir la crise s'étendre à toute l'Amérique du Sud. La Colombie, longtemps pilier de la coopération sécuritaire avec les États-Unis, observe un silence inquiétant. Le Mexique, lui, dénonce toute intervention étrangère et critique la militarisation du continent. Cette fragmentation régionale offre à Moscou et Pékin une occasion unique d'élargir leur sphère d'influence. Les scénarios les plus sombres sont désormais envisagés. Des think tanks américains, comme le CSIS, alertent sur le risque d'un surengagement militaire des États-Unis, déjà impliqués en Ukraine et au Proche-Orient. D'autres experts rappellent l'exemple du conflit syrien, où l'enchevêtrement des alliances avait compliqué toute sortie de crise. Des simulations menées par le Pentagone montrent que la moindre escalade dans la Caraïbe pourrait mobiliser jusqu'à 150 000 soldats américains, soit l'équivalent des effectifs engagés lors de la guerre d'Irak en 2003. Face à cette dynamique, la diplomatie de crise redevient centrale. L'histoire récente regorge d'exemples où l'absence de dialogue a mené au désastre. La guerre des Malouines en 1982 ou plus récemment la crise du Haut-Karabakh. A contrario, des médiations réussies, comme celle de la Norvège dans le processus de paix colombien, montrent l'importance de canaux neutres et de gestes de bonne foi. Dans ce contexte, quelle marge de manœuvre subsiste pour éviter l'irréparable ? Première piste, renforcer les mécanismes de prévention des conflits. Cela implique la création de cellules de crise régionales associant experts militaires, diplomates et acteurs de la société civile. Ces cellules pourraient, par exemple, établir des lignes rouges claires, des zones de déconfliction où tout incident serait immédiatement signalé et traité. Un exemple historique, la fameuse ligne rouge téléphonique Moscou-Washington, instaurée après la crise de Cuba, qui permit d'éviter plusieurs malentendus fatals pendant la guerre froide. Deuxième piste, réhabiliter la médiation internationale. Il s'agit d'impliquer des pays non alignés comme la Norvège ou la Suisse, ou des organisations régionales comme la CARICOM, pour faciliter la reprise du dialogue et proposer des solutions de compromis. Lors de la crise haïtienne de 2010, l'intervention coordonnée de plusieurs acteurs neutres avait permis de débloquer l'aide humanitaire et d'éviter une déstabilisation totale de la région. Troisième piste, développer la résilience des sociétés locales. La crise vénézuélienne a montré combien les populations civiles sont vulnérables à la militarisation, à l'inflation et à la désinformation. Renforcer les réseaux d'entraide, soutenir les ONG et garantir l'accès à l'information fiable sont des mesures essentielles pour prévenir l'effondrement social.
L'expérience de Porto Rico après l'ouragan Maria en 2017 prouve qu'une mobilisation collective peut compenser partiellement l'absence de l'État. Au-delà des solutions institutionnelles, chaque citoyen a un rôle à jouer. S'informer, débattre, interpeller les décideurs, refuser l'indifférence, autant d'actes qui renforcent la démocratie et la capacité collective à anticiper les crises. Mais la question demeure. Quelles solutions concrètes restent sur la table alors que la Caraïbe s'embrase et que le monde retient son souffle ? Il existe des précédents encourageants. En 1987, lors de la crise des contrats au Nicaragua, une médiation régionale avait permis la signature des accords d'Esquipulas, ouvrant la voie à la paix en Amérique centrale. Plus récemment, le dialogue mené par la Norvège entre le gouvernement colombien et les FARC a abouti à un cessez-le-feu durable, malgré des obstacles apparemment insurmontables. Dans la crise actuelle, une solution durable passerait par un engagement simultané sur plusieurs fronts, un cessez-le-feu régional piloté par un groupe de contact associant acteurs locaux et puissances extérieures. Ce mécanisme pourrait s'inspirer du groupe de Lima, qui avait tenté de coordonner la réponse internationale à la crise vénézuélienne en 2018. La mise en place d'un corridor humanitaire, sécurisé sous l'égide de l'ONU, pour acheminer vivres et médicaments aux populations les plus vulnérables. Cette initiative permettrait d'éviter une catastrophe humanitaire tout en créant un espace de dialogue entre les parties. L'organisation d'un sommet régional sur la sécurité et le développement, réunissant tous les États riverains de la Caraïbe ainsi que les grandes puissances impliquées. L'objectif serait de définir des règles du jeu claires, de renforcer la transparence des mouvements militaires et de promouvoir des solutions économiques alternatives au recours systématique à la force. La relance d'un dialogue direct entre Washington et Moscou, avec la participation de Pékin et de Téhéran, afin de fixer des limites à la militarisation et à la cyberguerre dans la région. Ce dialogue, inspiré des traités de désarmement de la guerre froide, pourrait inclure des mesures de confiance réciproque, comme l'échange d'informations ou la limitation des exercices militaires à grande échelle. Enfin, le soutien massif à la société civile vénézuélienne par des programmes de formation, d'aide au développement et de renforcement des médias indépendants. L'objectif serait de préparer le terrain à une transition politique pacifique, respectueuse de la souveraineté nationale et des aspirations populaires. Rien de tout cela n'est acquis. Chaque avancée sera contestée, chaque compromis difficile à obtenir. Mais l'alternative, la fuite en avant vers l'escalade, serait bien plus coûteuse non seulement pour la Caraïbe, mais pour l'ensemble du système international. En définitive, la crise vénézuélienne n'est plus un simple épisode régional. Elle est devenue le laboratoire de notre avenir collectif, le test ultime de notre capacité à anticiper, à dialoguer et à agir avant le point de non-retour. Ce qui se joue aujourd'hui dans la Caraïbe, c'est la possibilité même d'un nouvel ordre mondial, fondé non sur la loi du plus fort, mais sur la coopération, la résilience et l'intelligence collective. La question n'est plus de savoir si la tempête éclatera, mais si nous serons capables d'en limiter les dégâts et d'en tirer les leçons pour bâtir un monde plus sûr et plus juste. Plus que jamais, il est temps d'ouvrir les yeux, de questionner les choix faits au nom de notre sécurité, et de demander des réponses claires à ceux qui prétendent nous protéger. La Caraïbe n'est plus une périphérie oubliée, elle est le cœur battant d'un monde en pleine mutation, le miroir de nos vulnérabilités et de nos espérances. Car le Venezuela n'est plus un enjeu lointain. Il est devenu le laboratoire de notre avenir collectif, le test ultime de notre capacité à anticiper et à agir avant le point de non-retour.